Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Nous continuons donc la matinée avec un panel qui est très attendu et je sais que vous apprécierez de le suivre aujourd'hui. Il s'agit du thème « Doing Business in Africa in 2025 ». C'est un thème très intéressant qui va être développé aujourd'hui sous la modération de M. Alain Carrier, directeur par intérim des marchés Europe, Afrique et Moyen-Orient d'Export Québec. Vous constaterez que nous avons 2 chaises vides. Elles vont se remplir incessamment avec M. Muntagassi, directeur général de l'APIX, qui est à l'arrière en train de se faire mettre un petit micro, ainsi que M. Jean Kakou-Diagou, qui était en présentation en panel il y a un instant, qui est en train de faire un rapide point de presse et qui donc va se joindre à nous dans un instant également. Je laisse la parole à M. Alain Carrier, que je vous invite à accueillir avec des applaudissements. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir et de voir de nouveaux visages ce matin. Alors, peut-être avant de passer la parole à nos panélistes, j'aimerais seulement dire un mot ou deux sur Export Québec. En fait, pour ceux qui nous connaissent moins, on est vraiment, on est une partie du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations du Québec. Et notre mandat, c'est vraiment d'aider les entreprises à exporter, à faire affaire en Afrique. Donc, le thème de ce matin est fort à propos. Si on a un humble point de vue à apporter, ce serait ce qu'on fait comme travail, c'est vraiment aider les entreprises à se créer des réseaux de contacts. Parce que le réseau de contacts, on a parlé tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de M. Vachon et Diagou. Tout part de là. Réseau de contacts interpersonnel, mais également réseau de contact avec des entreprises. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait comme travail. Et c'est pour ça que ce matin, le thème est vraiment très intéressant pour nous. Bonjour. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos panélistes parce que c'est vraiment le but de ce matin, de profiter de leur expertise, vraiment de 4 expertises variées, différentes et vraiment qui vont apporter un éclairage, des éclairages particuliers par rapport à ce thème. Nous allons commencer avec les dames d'abord, bien sûr. Donc, Mme Louise Guérette, en fait, elle est membre du barreau du Québec et du Nouveau-Brunswick. J'ai eu l'occasion de travailler avec Louise, on s'est côtoyés quand même depuis quelques années, et elle s'est jointe à la Société montréalaise Alice Technologies à titre de conseillère juridique principale il y a quelques années, en 1997. Et depuis ce temps-là, elle a fondé sa propre firme et elle travaille avec plusieurs entreprises qui font affaire en Afrique. Et je pense que son point de vue d'une avocate qui a sa propre entreprise, je pense, va être intéressant à savoir qu'elle a elle-même monté son affaire. Et je pense que dans ce contexte-là, je pense qu'elle a sûrement eu à développer son réseau de contacts. Alors, je vous laisse la parole à Mme Guérette. Alors, merci à tous. Quel honneur, quel privilège. Merci pour cette plateforme, les éminences, les distingués. Effectivement, j'ai fondé Lex Scripta, qui veut dire en latin « loi écrite », parce que je pensais au fait qu'il fallait innover aussi en matière de droit, en prestation de droit et en prestation de services. Ce sont mes clients qui m'ont apporté en Afrique. Et vous verrez que Lex Scripta, c'est un sociétaire de CGL Avocats et professionnels d'affaires société nominale avec des partenaires sur l'Abidjan. Alors, effectivement, nous faisons affaire en Afrique, mais étant donné que nous sommes intelligents, nous utilisons nos affiliés sur Abidjan pour la prestation de services sur le continent, et ça depuis quelques années. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi sur la corruption d'agents publics étrangers. La corruption, sujet vaste, s'il y en a un. Alors, mes propos seront limités aujourd'hui, limités à cette corruption que je qualifie et que le législateur qualifie de corruption transcontinentale, internationale, extraterritoriale. Je vais parler de la LCAPE, qui est une loi en vigueur au Canada, de son application et surtout son impact au Canada et à l'étranger, et son impact en matière de risque d'affaires, risque juridique d'affaires. C'est une petite loi, très peu connue, nouvelle, et puis tout ça pour dire qu'aucun pays sera nommé aujourd'hui, aucune personne sera nommée aujourd'hui. On va parler de la réalité dans un contexte de risque d'affaires.
Alors, bref historique. Pour ceux qui ne sont pas nés en Amérique du Nord, dans les années 70, la Security Exchange Commission aux États-Unis, donc la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, a conclu que la presque totalité des grandes sociétés américaines finançaient les politiciens américains et étrangers. Alors, j'ai mis le mot « finance », disons, souligné, mais on s'entend, ils finançaient ouvertement. Même, ils déduisaient leurs compensations, qui plus tard ont été qualifiées de pots de vin, ils les déduisaient de leurs états financiers. Alors, la divulgation comptable était douteuse, on avait les scandales. C'est la période du Watergate, vous vous rappelez? Le gouvernement américain a poursuivi Richard Nixon. C'était impensable qu'un gouvernement poursuive son président pour s'en débarrasser. C'est vraiment la prise de conscience du peuple, de son pouvoir et de sa volonté de faire changer les choses. C'est aussi l'époque des communistes capitalistes. Vous vous rappelez, à l'époque? On avait la Russie, la Chine. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les Chinois sont des communistes en affaires. Hein? Alors, tout ça pour dire que le monde s'est aplani. The world is flat. Hein? Et puis, la réalité, c'est que les législateurs ont commencé à s'intéresser à la question ici au Canada parce qu'aux États-Unis, en 1977, on a eu le Foreign Corrupt Practices Act. Alors, on a eu des nouvelles normes en matière de divulgation comptable. Les pots de vin à l'étranger étaient interdits, tout à coup. Et on a vu la Security Exchange Commission travailler main dans la main avec les procureurs au ministère de la Justice. Alors ça, c'est la réalité des États-Unis. Mais comme vous savez, vous êtes à 75 km des États-Unis. Et c'est notre réalité nord-américaine. On arrive au Canada. Alors, au Canada, en 1990, on a commencé à légiférer. Et on a finalement déclaré qu'on ne peut pas déduire des pots de vin comme dépenses licites. Alors, on n'avait pas de Foreign Corrupt Act, mais on a décidé que, bon, on va commencer là. 1993, Peter Egan, retraité de la Banque mondiale, fonde à Berlin, dans une Allemagne réunifiée, une OSBL connue sous le nom de Transparency International. Pourquoi? Parce que si vous ne retenez qu'une chose de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la corruption, c'est un crime à 3 volets, à 3 acteurs et à 3 points importants. C'est qu'on a un corrompant, un corrompu et une victime. Alors, le corrompant, le corrompu et la victime. Le corrompant, le corrompu et la victime. Alors, si vous ne retenez que ça, sachez que pour qu'il y ait le crime de la corruption, il va y avoir ces 3 composantes. Donc, 94, l'OCDE, 39 pays qui représentent 80% des échanges et des investissements mondiaux en date d'aujourd'hui, s'intéressent à la question. Mais on s'entend, la Chine, l'Inde et le Brésil en date d'aujourd'hui ne sont pas membres de l'OCDE. En partenariat avec Transparency International, on recommande la criminalisation de la corruption. Alors, c'est là qu'on commence à dire c'est un crime. C'est un crime, c'est pas, on ne peut pas juste faire les affaires et dire parce que c'est les affaires, on peut faire n'importe quoi. Alors, on criminalise l'idée, l'idée se criminalise et on va de l'avant. 97, 98, 99, le Canada signe, ratifie et met en vigueur la Convention de l'OCDE et la LCAPE, donc cette fameuse loi qu'on a maintenant. Depuis 1999, 4 sociétés canadiennes sont inculpées et 35 enquêtes sont en cours en 2014. Comment je le sais, c'est que je parle régulièrement à la Gendarmerie royale du Canada et on me laisse savoir, n'oubliez pas, maître, qu'on a 35 enquêtes en cours. Et on ne sait pas c'est qui est enquêté. Alors, 4 sociétés canadiennes. On va en parler plus tard des quatre exemples, de la jurisprudence qu'on a. Et en 2008, donc, la Gendarmerie royale du Canada compte moins de 10 enquêteurs, mais on ne sait pas aujourd'hui combien ils en ont. Si vous avez suivi dans les médias québécois, on a au Québec l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, et il commence à connaître des succès quand même assez retentissants. Alors, l'étau se resserre. 2011 et après, l'OCDE critique le Canada pour son laxisme. En août 2015, l'OCDE qualifie l'implication du Canada de modérée. Alors voilà, tout ça pour dire, voici le contexte. La loi. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher. Avant qu'on ait cette fameuse loi sur la corruption des agents étrangers, on avait quand même, dans le Code criminel du Canada, des dispositions
évidemment contre la fraude et contre ce qu'on appelait la commission secrète. La loi, elle vise à enrayer la corruption et interdise sous peine d'amende ou de prison. Et le suivant, je vais le lire, parce que c'est là où on rentre dans des problèmes. Quand on a des mandataires ou des tiers qui travaillent pour nous. Entrepreneurs, entreprises et ses employés, actionnaires, administrateurs, dirigeants, associés, sous-traitants, distributeurs, partenaires de joint venture, mandataires, consultants, fiduciaires et ceux des filiales de son contrôle et ses affiliés, et leurs femmes, et leurs enfants, et leurs neveux, et leurs nièces. Vous comprenez? Même si on n'est pas Canadien, on peut, si on est un employé d'une filiale canadienne à l'étranger, être assujetti à cette réglementation. Donc, il y a toute la question de la territorialité, de la compétence des gouvernements sur leur propre territoire. Alors, sachez que les pays nord-américains et tous les pays de l'OCDE qui sont dans l'obligation de mettre en vigueur des lois anticorruption ont maintenant un bras que je qualifie d'extraterritorial. D'accepter un pot de vin ou de verser un pot de vin à quiconque, y compris un agent public étranger. Alors, c'est typique, on va voir. De recycler en toute connaissance de cause des biens ou des produits de la criminalité. Ceux de vous qui avez suivi la saga du CUSUM ici à Montréal, l'épouse du Dr Porter a payé une caution pour sortir de prison et l'argent était présumé de l'argent recyclé de la criminalité. Alors, en réalité, encore, elle a commis une infraction en utilisant cet argent-là. Alors, tout ça pour dire que ça s'est réglé, mais elle était présumée savoir que c'était de l'argent de la criminalité, nonobstant le fait qu'elle dit « mon conjoint l'a mis dans un compte, je l'ai utilisé ». Non. La quantité d'argent était trop importante et on a présumé que c'était de l'argent recyclé. Le dernier est intéressant. Avoir en sa possession en connaissance de cause des biens ou des produits de la criminalité. Ce sont annexés à cette réalité quelques lois ou règlements. Entre autres, si vous arrivez à Montréal avec 10 000 $ et plus en liquide dans vos sacoches ou vos porte-monnaies, sachez qu'on présume que tout ce qui est par-dessus 10 000, c'est effectivement un produit de la criminalité. Vous allez devoir vous défendre. Et ce n'est pas tout le monde qui réussit à le faire. Alors, ça, c'est le contexte. Ça, c'est la réalité de l'application. Donc, la corruption, l'agent étranger, c'est très, très large. Faux documents comptables. On a eu un ajout à la loi en 2013 parce que c'est maintenant une infraction de ce qu'on appelle en anglais « to cook the books hein? », d'avoir des livres séparés ou des livres qui sont inexacts dans lesquels on comptabilise des pots de vin. Des exceptions, il y en a deux. Si la loi le permet, là, on est dans le pays étranger, ou si effectivement, c'est pour un paiement de facilitation. Un paiement de facilitation, ça serait, exemple, un agent public qui doit livrer un certificat ou une attestation et, je ne sais pas moi, il doit peut-être rester plus longtemps à son travail pour le faire et on lui ferait un paiement modique pour qu'il puisse rester plus longtemps pour livrer le permis qu'il devait de toute façon livrer le lendemain matin. Nous n'avons pas de jurisprudence là-dessus et ce sont deux exceptions qui sont assujetties à une abrogation de la loi, pas encore en vigueur, mais on n'a pas encore assez de jurisprudence pour dire exactement ce que ça veut dire. On ne peut que conseiller nos clients de les éviter. Alors, oui, vous êtes Canadien, ça s'applique. La loi s'applique aussi là où tu vas. Les ONG aussi. Hein. Pas nécessaire d'avoir un lien important, réel et important avec le Canada. L'infraction est réputée depuis, comme étant commise depuis 2013. On a une jurisprudence qui a dit non, c'est plus nécessaire qu'il y ait un lien important avec le Canada. Peine maximale, 14 ans de prison. Pas de limite à l'amende, y compris pour la falsification des livres. Extradition possible? Possible. On n'a pas encore vu, mais c'est possible. Extradition de personnes qui ne sont pas canadiennes? Possible. Objectif? L'objectif, c'est effectivement d'assurer que les biens publics ne sont pas détournés pour des profits privés. Donc, le législateur a voulu concentrer sur le corrompant.
on n'a pas parlé du corrompu. Et pour ce qui est de la victime, on a de plus en plus d'ONG qui s'y intéressent et qui dénoncent les corrompants et les corrompus. On va voir. Alors, Transparency International, je vais sauter à la prochaine juste pour que vous puissiez voir. Voici, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus interactif. Transparency International, une fois par année, nous donne l'indice de perception de la corruption. Alors, le plus rouge, ce sont les pays où il y a une perception. Alors, comment on mesure la corruption? Ils ont une façon de mesurer la corruption. Je ne suis pas certaine que c'est exact, mais on peut le regarder. Et vous pouvez aller sur le site, jouer avec le site. C'est quand même assez intéressant de voir comment ils compilent. Ils sont très, très forts, Transparency International. Ils sont partout. Alors, indice de corruptabilité ou indice de perception de corruption? Moi, je travaille avec des clients qui souvent ne sont pas des grandes sociétés. Et sachez que vous faites affaire d'humain à humain. Alors, imaginez faire affaire ici au Canada, vous faire arrêter par un policier et essentiellement, ce policier, je peux vous garantir, il n'a jamais eu peur que son salaire lui soit versé aux 2 semaines. Il n'a jamais eu peur que ses bénéfices lui soient versés aux 2 semaines. Vous risquez d'aller dans des pays où il y a des fonctionnaires, parfois, ils ne sont pas payés pour des semaines à la fois, ou des montants dérisoires. Ce sont des êtres humains. Alors, ouvrez vos yeux, ouvrez vos esprits, et il faut, je crois, se dénuder de tout jugement et dire, bon, est-ce que je suis dans une situation où les gens sont susceptibles d'être corrompus? Et pensez pas que ça n'arrive pas au Canada. Ça arrive au Canada aussi, ça arrive partout. Pas de réponse simple à des enjeux si complexes. Je vous le dis parce que dans plusieurs pays, et j'en nommerai pas, mais dans certains pays du Golfe, pour faire affaire, on a besoin de payer une commission pour entrer sur le territoire à un individu inconnu, d'avoir un mandataire inconnu et de lui verser sur une base continue un pourcentage de nos revenus, sans autre considération. Alors ça, c'est de la corruption institutionnalisée, légiférée, mais c'est une exception à notre loi. Donc, on peut continuer à faire affaire dans ces pays-là, mais leurrons-nous pas. Et croyons pas que ce sont les pays les plus pauvres versus les plus riches. Ce sont les pays où les assises démocratiques sont les moins fortes. La réputation nationale, c'est les risques. Hein? Le devoir, 21 août, le Canada, corruption, engagement sérieux ou vœux pieux. Pourquoi? Parce qu'on a juste 5 cas où on est allé jusqu'à la jurisprudence. Société de gestion de risque, les extraterritoriales. Donc, le code de conduite et anticorruption à exiger aux étrangers. C'est ce qu'on fait, nous. On aide nos clients à développer toutes les défenses possibles, c'est-à-dire comment mitiger tous les risques. Et une des choses les plus importantes que la jurisprudence et la loi et tous les experts nous disent, c'est qu'il faut développer et adapter à nos sociétés des codes de conduite qui comprennent des codes d'anticorruption. Et il faut les exiger, il faut les faire valoir, il faut les faire comprendre à ceux qui nous représentent là où on va. Gestion de risque, oui, effectivement, il y a une gestion de risque et le risque est de plus en plus grand. Abandon de projet, pour la première fois cette année, 1 minute. Première fois cette année, pot de vin exigé, j'ai un client qui est revenu au Canada sans finir sa transaction. Loi et règlement, divulgation aux actionnaires, on a des obligations de divulgation aux actionnaires. Institutions prêteuses, ils ont des exigences aussi au niveau de l'anticorruption. Concurrence déloyale, a not so level playing field. Les Canadiens et les membres de l'OCDE, à mon avis, sont un peu désavantagés, beaucoup désavantagés, face à ceux qui vont faire affaire ailleurs, qui viennent d'autres pays, qui ne sont pas assujettis à ces codes de conduite. L'opinion publique et les médias. Je vais y aller rapidement pour vous dire qu'au Canada, 5 jurisprudences,
2005, 2011, 2013, 2014. Et puis la plus intéressante, c'est celle de 2014. Nazir Karigar, un homme d'affaires d'Ottawa, 67 ans, Cryptonics. Notre monsieur a voulu effectivement payer un pot de vin à un agent de Air India et un ministre indien pour gagner un appel d'offres, essentiellement pour un logiciel de reconnaissance du visage. Alors, tout ça pour dire que notre monsieur, il est en prison pour 3 ans. Bonne journée. Alors, merci. Merci beaucoup, Louise. Merci And I will be taking questions in French or English at the end. Thank you. Merci beaucoup, Louis. C'était très intéressant. Et je pense que le volet juridique est vraiment important lorsqu'on fait des affaires et c'est vraiment essentiel dans la démarche. Maintenant, nous avons la chance de compter sur un magnat de l'agro-business en Afrique, au Bénin. Je pense que c'est un homme d'affaires qui a parti son entreprise il y a une trentaine d'années et c'est devenu vraiment un quasi-empire dans le domaine avicole et dans le domaine des brasseries. Donc, et au-delà de ça, il s'implique beaucoup en Afrique de l'Ouest, notamment en étant le président de la Chambre de commerce du Bénin et également le président de la Chambre de commerce régionale de l'UMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que ce serait très intéressant d'avoir le point de vue d'un homme d'affaires. Monsieur Jean-Baptiste Stachivi. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est vrai qu'il y a 1988, après des études en 3e cycle, entreprise et développement, nous avons estimé qu'il était important de retourner en Afrique pour implémenter ce que nous avons appris en France. J'avoue que j'aurais pu continuer au Canada parce que je rêvais du Canada depuis ce temps. Et j'ai eu l'opportunité de revenir, mais non pas en tant qu'étudiant, mais en tant qu'apprenant de la vie tout court. Et je me suis senti tout à fait à l'aise avec le Canada, parce que j'ai eu un certain nombre de partenaires, dont Jean Fontaine, Jeffo Nutrition, qui doit être, je crois, du côté de Sainte-Hyacinthe. Alors, de quoi allons-nous parler rapidement ? De comment on peut entreprendre en Afrique. Donc, je vous ai déjà situé en 1988. Donc, jeune étudiant débarquant au Bénin, dans un Bénin en fin de révolution, où tout était collectivisé, si je peux dire, on n'était pas en économie de marché. Et donc, c'est dans cette ambiance que nous avons entrepris. Alors, de quoi il s'agissait ? Il était très simple. On est dans l'agroalimentaire. Il fallait entreprendre et nous achetons et nous revendons. Mais déjà en 88, nous avons compris qu'en fait, nous ne pouvons pas dépendre de l'extérieur en ce qui concerne les produits que nous dealons, entre guillemets. Donc il fallait devenir producteur. Donc déjà, en 88, il y avait déjà dans notre plan de développement l'obligation de devenir producteur local, ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce qui fait justement notre force et notre projection. Alors, nous nous sommes retrouvés dans un environnement où le Bénin a projeté des séries de réformes. Donc, la révolution finie, nous avons découvert les vertus de l'entrepreneurship, le secteur privé est mis au centre des préoccupations, évidemment livré à lui-même, parce qu'au lendemain de la révolution qui, bien entendu, a échoué, il fallait renouer avec le privé, lequel privé, évidemment, n'avait pas baissé les bras, parce que l'informel aussi était vachement entretenu. Alors, le Bénin a lancé en 2000 un programme qui s'appelle Alafia 2025. Alafia, pour nous, ça veut dire la paix. Et le contraire, ça veut dire Wahala, c'est-à-dire les troubles. Et donc, 2025, c'est-à-dire en 2025, le Bénin sait ce qu'il doit être. Devenir un pays phare, à économie prospère. Et donc, dans ces démarches-là, nous avons inscrit notre groupe. Alors, notre vision, à l'instar de la vision du Bénin, c'est de devenir un grand groupe agroalimentaire dans la sous-région. Et donc, maîtrisant sa production dans le secteur de l'agroalimentaire.
Et c'est dans le secteur agroalimentaire que nous avons projeté toutes les diversifications. Alors, notre philosophie, notre vision, devenir un grand groupe agroalimentaire dans la sous-région, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO. 300 millions de consommateurs, avec un potentiel de développement énorme, multiplié par 2 dans 30 ans. Et je suis presque sûr qu'on va dépasser ce niveau-là avant 30 ans, quand on sait la capacité de cette région à produire des ressources humaines. Et donc, nous avons fait le choix, nous, de nourrir justement cette population en qualité, en quantité et à coût raisonnable. Et le produit qui était le plus simple à choisir, c'est le produit la volaille, à cycle très court. En 2 mois, vous avez produit de la chair, et en 18 mois, sur une durée de 18 mois, vous avez produit des œufs. Pour qu'une poule produise un œuf, il lui faut 26 heures. Voilà, à peu près. Et donc, pour qu'une poule soit rentable, sur la durée de sa vie, c'est-à-dire enfin de la ponte, 12 mois, elle doit pouvoir sortir au moins 330 œufs par poule. Nous avons fait le constat à l'interne que nos poules, que nous appelons les bicyclettes, faisaient à peine 250. Donc il y avait un gap à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous avions fait? Eh bien, nous avons été chercher un peu partout. Nous avons d'abord été en Côte d'Ivoire, voir ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Nous avons été au Sénégal, nous avons vu Sedima, nous avons vu Aviboy, du côté de Saint-Louis. Nous avons été au Ghana, et nous sommes revenus au Bénin, et nous avons dit, voilà ce qu'on veut faire. On fait une expérience au sol de 15 000 têtes, et après on passe en industrie. Aujourd'hui, nous sommes à 200 000 poules en ponte, ce qui nous donne à peu près 180 000 œufs par jour pour un marché qui doit consommer un homme, un œuf par jour. C'est notre cri de guerre. Un homme, un œuf par jour. Nous sommes 10 millions. Ça fait 10 millions d'œufs par jour. On n'est pas en mesure de produire ça. Nous faisons à peine 180 000, donc le potentiel de développement est énorme. Mais j'ai oublié de dire au passage que nous-mêmes, nous étions importateurs et nous sommes toujours importateurs. Nous importons quoi au démarrage? Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 2e importateur de produits carnés au Bénin, travaillant sur le Nigeria, et nous sommes le 1er importateur de produits halieutiques, à savoir les poissons, les pélagiques et autres. Alors, nous importons pour le Bénin autour de 130 000 tonnes de volailles et de découpes de volailles. Donc 90% sur le Nigeria. Et donc très tôt, nous nous sommes dit, mais nous avons un boulevard pour devenir producteurs. Et producteurs aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où ce n'est que des atouts. Il faut nourrir cette population en qualité. Et nous avons fait le choix, justement, de servir cette population en qualité. C'est ainsi que nous nous sommes inscrits dans la certification ISO 9001. Et donc, depuis l'année dernière, nous sommes ISO 9001. Cette année, nous nous sommes inscrits pour la certification 14001 qui touche l'environnement, la protection de l'environnement, parce que nous produisons suffisamment de déchets et qu'il faudrait justement les traiter aux normes. Et nous nous engageons dans la 22000, qui est la qualité, surtout porte sur la qualité des denrées alimentaires. Parce que nous disons que ce que l'Occident fait en qualité n'est pas destiné uniquement à l'Occident, aux populations occidentales, puisque nous avons déjà travesti nos populations en termes de consommation. Ils consomment qualité désormais, puisque nous importions au départ. Donc nous ne pouvons pas faire moins bien que les produits que nous importons. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous avons meilleure performance des fois par rapport à la France, à l'Allemagne, qui sont beaucoup plus nos référentiels en matière de production avicole. À l'heure où je vous parle, nous avons une équipe qui est en France, en Bretagne, parce que chaque année, ils font un grand salon sur la production avicole, et donc ils vont voir. Et c'est un salon qui rassemble tout le monde, y compris le Canada, les États-Unis. Et je dois vous dire que par rapport à tout ça aussi, c'est des investissements qui vont chercher dans au moins à peu près 15 millions d'euros. Donc converti en dollars canadiens, je pense que ça doit faire à peu près 18 millions, voire 20 millions de dollars. Mais il est bon de rappeler ici que nous nous sommes assurés de toutes les garanties, formation
des collaborateurs, sécurisation de l'outil de production, entretien, maintenance. Et je dois dire que le président Diagou qui est là, c'est lui qui nous assure. C'est NCI qui est notre assureur, surtout de l'unité de production AgriSach. Alors, l'environnement est très simple. Nous n'allons pas vous faire ici la litanie de comment est-ce qu'on entreprend en Afrique, comment est-ce que l'État doit faire ci, ne doit pas faire ça. Tout le monde sait. Nous savons ce que l'État doit faire, créer un environnement favorable à l'éclosion des affaires. Mais chaque environnement produit son espèce, et surtout son espèce entrepreneuriale, si je peux dire. Si nous, en Afrique, et je suis tout à fait en phase avec le président Diagou, si cette Afrique-là, ces 30 dernières années, a travaillé à créer un environnement où les entreprises ont pu prospérer, c'est encore avec ces entreprises-là qu'il faut se projeter, à savoir que quel que soit l'environnement, que l'État ait créé l'environnement favorable ou pas, c'est encore l'entrepreneur qui sent le risque, qui détermine les forces qui lui permettent d'avancer, qui ait du financement ou pas. On a pu entreprendre dans cet environnement jusqu'à aujourd'hui. Nous avons été levés au niveau de la France auprès de Proparco 10 millions d'euros. Mais il y a 30 ans, on n'aurait pas pu. Donc il a fallu que l'entrepreneur lui-même affirme sa détermination, confirme sa signature, améliore sa signature, participe à changer l'environnement. Nous sommes dans une intégration et donc dans notre militantisme économique, nous avons essayé de prendre la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour essayer de changer le leadership commercial, économique, entrepreneurial qu'il faut. Nos collègues ont estimé qu'au niveau de la sous-région 8 pays, UEMOA, nous pouvons valablement les représenter pour travailler justement à une meilleure implication du secteur privé dans le processus d'intégration pour la libre circulation des personnes et des biens. Donc nous sommes totalement en phase. Ce n'est pas les collègues qui ont déterminé ça, mais c'est notre philosophie de base. À savoir, nous ne pouvons que être dans un environnement intégré, on ne peut plus sortir de là, 15 pays. Donc nous projetons notre entreprise par rapport à ça, et bientôt on s'installe, on est déjà installé au Niger. On ferait exactement comme le président Diagou. Et donc chaque fois que je suis dans un panel et qu'on en discute, je dis mais c'est le chemin à prendre. Et surtout veiller à ne pas vendre son âme, mais être ouvert à des equity, pourquoi pas. Et donc je lance ici à cette tribune, au Canada, que des exemples comme nous sont légion en Afrique. Des entreprises qui se sont créées familiales ces 30 dernières années et qui veulent passer maintenant à un niveau de grands compétiteurs sous-régionaux ou internationaux et qui appellent justement des partenariats avec l'extérieur pour pouvoir justement se doper davantage. Voilà, chers auditeurs, chers participants, ce que je peux dire pour ma petite expérience du Bénin et nous sommes ouverts aux questions. Merci à votre attention. Alors, merci beaucoup, M. Satchevi, pour cet éloquent exposé. Maintenant, nous avons la chance d'avoir sur le panel M. Moutangassi, qui est le directeur général de l'APIX, en fait, qui est l'Agence de promotion des investissements du Sénégal, que j'ai eu la chance de côtoyer à quelques reprises au cours des dernières années. Ce que j'aimerais dire à votre propos, M. Ussi, c'est que vous êtes un produit, entre autres, parmi vos formations, vous êtes ingénieur, bien sûr, mais vous avez fait votre MBA à l'Université du Québec à Montréal. Donc, vous connaissez bien notre environnement. Puis après une longue carrière dans le secteur privé, notamment basé en Europe, vous êtes revenu dans le secteur public, je crois, à la direction de l'APIX pour mettre en œuvre le plan du Sénégal émergent. Alors, ce sera un plaisir de vous entendre. Merci. Merci. Nous allons exposer donc en 8 minutes maximum l'environnement des affaires en Afrique. Et nous allons faire une déclinaison à la fin sur un modèle qui a donné des résultats en 1 an et 8 mois de mise en œuvre.
Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que l'Afrique a connu des taux de croissance moyens annuels de la production réelle impressionnante sur les 10 dernières années. En effet, le taux de croissance est passé à 1,8% sur la période 1989-1990 et sur la période 2000-2010 à 2,6%, et là, on tourne autour de 5,4%. Et aussi, c'est dire qu'en fait, la croissance de l'économie africaine est une réalité. Sur la période 2000-2012, le nombre de pays africains qui ont atteint un taux de croissance supérieur à 5% est impressionnant par rapport à la période précédente. Retenons simplement que 12 pays africains ont aussi enregistré des taux de croissance au-dessus de ceux des pays en développement, qui étaient autour de 6,1%. Mais 2 pays africains aussi, l'Angola et la Guinée équatoriale, ont enregistré des taux de croissance à 2 chiffres. Ce qui positionne l'Afrique sur une perspective heureuse 2013-2030, avec un nombre significatif de pays qui auront enregistré un taux de croissance au-dessus de 5%. Ce qui aussi confère une analyse des régions les plus attractives au monde, le top 10, l'Afrique qui est passée de la 8e position se trouve autour de la 2e position en 2013 et de la 4e position derrière l'Asie et l'Amérique du Nord. Ceci aussi confère des progrès intéressants et des perspectives heureuses. Mais c'est aussi dire que cette perspective qui nous positionne autour des top 5 africains soulève aussi des challenges importants. Ces challenges relèvent simplement une baisse du nombre de projets générant des investissements directs étrangers entre 2013 et 2014 de l'ordre de moins 8,4%. Ça, c'est le nombre de projets. Mais en conséquence, le montant du capital investi passe à 136%. Ça veut dire qu'en fait, le nombre de projets baisse, le montant du capital investi augmente, ça veut dire que la priorité va vers les grands projets d'infrastructure. Mais aussi, on crée par la même occasion plus d'emplois, à hauteur de 68%. Ces signaux forts, encourageants, montrent aussi que cette Afrique, prise en totalité, elle est quand même une Afrique à 2 têtes. L'Afrique du Nord, malgré le printemps arabe de 2011, redevient une région attractive, contrairement à l'Afrique subsaharienne, où, entre l'année 2013 et 2014, on a quand même une baisse des taux d'investissement en termes de capitaux. Une analyse et une inspection veut dire simplement que l'environnement des affaires en Afrique, la problématique posée de manière significative par les investisseurs, c'est la stabilité politique et la prédictibilité des politiques économiques de l'Afrique. La problématique aussi liée à la corruption et pouvoir gérer aussi l'administration des taxes, c'est-à-dire aller vers des processus qui permettraient de faciliter et de simplifier les procédures administratives afin de réduire au mieux les délais d'obtention des actes administratifs. On verra l'évolution des indicateurs doing business de l'Afrique, comment se positionnent nos pays. Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, investir sur le capital humain. Voilà les indicateurs majeurs qui sont considérés comme des facteurs clés de succès pour pouvoir rendre attractif l'environnement et la façon de faire des affaires en Afrique. En plus de cela, donc, il y a d'autres indicateurs liés aux procédures administratives, liés donc à l'investissement et l'accès donc aux infrastructures de base et des projets catalyseurs d'investissement. Mais aussi, pour ce cas, nous allons montrer l'exemple. En termes de stabilité politique, c'est l'exemple sénégalais, où le pays a fini de confirmer son leadership et de défendre largement son attribut en termes de stabilité politique, où on a connu 3 alternances démocratiques dans la paix, dont la dernière est chiffrée à 65% du suffrage universel. Le Sénégal est aussi une économie dynamique
qui a fini en 2014 avec un taux de croissance de 4,5% de son PIB. La perspective de 2015 est de 5,4%. Pour rappel, le PIB sénégalais, pour son taux de croissance, était de 1,8% en 2011. Comme l'a dit tantôt le collègue qui m'a précédé, la population sénégalaise est de 13,6 millions d'habitants, mais c'est un marché de 300 millions de consommateurs. Mais aussi, c'est une économie compétitive de la sous-région. On est le deuxième produit intérieur brut dans l'espace UEMOA, le quatrième taux de croissance, le plus faible taux d'inflation. En 2014, on a terminé à moins 0,9%, et aussi le troisième récepteur d'investissement direct étranger. Ceci veut dire simplement qu'il y a une nouvelle vision qu'on appelle donc le plan Sénégal émergent, inspiré par son excellence le président Macky Sall. Cette vision a pour objectif une transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une société solidaire et dans un état de droit. Ceci répond probablement aux trois piliers que j'ai indiqués tout à l'heure. Stabilité politique, société solidaire, donc inclusion sociale et bonne gouvernance. Cet objectif, c'est une ambition économique pour atteindre un taux de croissance de 7% à l'horizon 2017, soutenable et durable. 2011, 1,8%, 2014, 4,7%, perspective 2015, 5,4%. Ça veut dire que l'ambition portée par les projets sénégalais, à savoir la construction de 1360 km de voies ferrées, 1170 km de routes, 4000 km de pistes rurales et un plan de production électrique qui permettrait de générer 1000 MW d'énergie électrique additionnelle parce que nos projets, c'est des projets énergivores. Mais aussi, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'environnement social stable sans inclusion sociale. Son Excellence a voulu que cette ambition économique ait un visage humain. La création de 200 000 à 250 000 emplois sur le premier horizon temporel. Parce que la vision du plan Sénégal émergent, c'est d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035 et faire une rupture significative avec les politiques classiques de réduction de la pauvreté. Mais aussi atteindre la couverture médicale universelle de 75% pour les populations à faible revenu. Enfin, combler le gap des logements sociaux. Cette vision, elle a été convertie en un paquet de projets. La journée dédiée au Sénégal demain, on ne vendra pas une destination Sénégal. Nous allons vendre un paquet de projets et des portefeuilles de projets. C'est 27 projets phares qui viendront s'appuyer sur 17 réformes phares parce que nous considérons que les réformes constituent le matelas nécessaire pour rendre attractif l'environnement des affaires. Les 17 projets phares ont été lancés en mai 2014 et 7 projets phares ont été lancés en décembre 2014, janvier 2015. C'est ça qui justifie le bon enregistré au niveau du taux de croissance du PIB, un taux de croissance inclusif. Mais aussi, cette ambition de dérouler en 1 an, 8 mois a permis au Sénégal d'enregistrer des notations et des classements intéressants au niveau des indicateurs. Le Standard & Poor's du Sénégal a été noté B+, avec une perspective positive de B, ce qui confère au Sénégal une crédibilité de nos politiques de planification économique. Au niveau de Moody's, on a B1, perspective positive, ce qui confère au Sénégal une bonne tenue de nos comptes publics. Au niveau de Davos, on a donc un gain de compétitivité de 3 années consécutives. Au niveau de Mo Ibrahim, le Sénégal fait partie des top 10, ce qui confère au Sénégal une très bonne gouvernance démocratique. Au niveau du Doing Business, le Sénégal fait partie des top 10. Le classement Doing Business 2015, en effet, le Sénégal est le 5e meilleur réformateur au monde où il a gagné 10 places. Enfin, au niveau de Transparency International, le Sénégal a gagné 41 places. Donc ça confère aussi une efficacité de nos organes de contrôle. Pour cela, nous pensons que pour l'Afrique, il faut aller vers une vision partagée par rapport à l'option et une conversion de nos opportunités d'investissement en projets cohérents, développer l'esprit de leadership, travailler davantage dans l'intégration africaine, mettre en place des projets d'infrastructures catalyseurs de croissance et enfin développer le partenariat public-privé. C'est ce que je voulais vous présenter ce matin pour l'environnement des affaires. Je vous remercie de votre attention.
Alors, merci beaucoup, M. C, pour cet exposé très pragmatique et en fait, vous mettez la table pour demain, pour la journée du Sénégal. C'est très bien. Merci beaucoup. Donc, nous avons la chance de réentendre M. Diagou. Je pense que ce sera un plaisir de le réentendre. Ce que vous n'avez pas mentionné tout à l'heure, je pense que ce serait important. Vous êtes à la tête du patronat ivoirien, si je comprends bien. Donc, ce qui est, je pense, une organisation assez influente en Côte d'Ivoire, mais non seulement à la tête de la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, je pense que ça met en valeur toute un peu votre entreprise, mais également le rayonnement que vous avez. Puis peut-être un dernier point. Dans votre bio, j'ai rapidement lu que à la base de la mise en place de votre entreprise, c'est l'intuition qui vous avait guidé. Donc, on aimerait vous entendre sur ces points. Bon. Mon petit suceur est tellement beau parleur que... Vous savez, les Sénégalais sont très forts. Bon, je vais essayer d'être un peu à la hauteur. Peut-être la ceinture. Oui, je vais parler en tant que représentant du secteur privé. Et voir comment le doing business et l'amélioration de l'environnement des affaires doit être perçu par les investisseurs étrangers pour investir en Afrique. D'abord, je voudrais dire que depuis une dizaine d'années, les pays africains, les gouvernements de nos pays, qui jusque-là se souciaient peu de l'environnement des affaires, parce qu'on se souciait un peu plus, à notre avis, en tant qu'homme d'affaires, on se souciait beaucoup trop de politique et pas assez d'économie. Et depuis ces dernières années, on a constaté que les gouvernements ont commencé à écouter le secteur privé et à essayer de mettre en place des politiques d'amélioration de l'environnement des affaires. Et M. Si vient de dire tout à l'heure, bon nombre de nos pays ont fait des bons remarquables en matière de réforme de l'environnement des affaires. Je crois que c'est une très bonne chose. Là, je pense que malgré les soubresauts, et encore hier, on a vu qu'au Burkina, il y a eu un coup d'État, malgré les soubresauts, je pense que l'Afrique est rentrée dans un cercle vertueux de stabilité politique et d'amélioration constante de l'environnement des affaires, qui peut donc permettre aux hommes d'affaires... Comment on fait votre histoire là? Donc, qui peut permettre aux hommes d'affaires d'avoir une vision, je dirais même pratiquement à long terme, de l'environnement et voir si c'est intéressant pour eux d'investir. Je crois que les causes essentielles de l'amélioration du climat des affaires, je l'ai dit tantôt, c'est d'abord que tout le monde, y compris les gouvernements, ont pris conscience que si nous voulons améliorer le bien-être de nos populations, combattre la pauvreté, il fallait trouver un cadre propice de fonctionnement des entreprises qui puisse permettre de créer des valeurs, de créer des emplois. Ça c'est primordial. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais je dirais que quelles sont les opportunités? Les opportunités, elles sont immenses. On l'a dit hier, on l'a dit encore ce matin. Dans tous les pays où nous sommes, les opportunités sont immenses. Bien sûr, il y a des opportunités dans des affaires classiques,
les pays nord-américains aiment bien, comme les Chinois, investir essentiellement dans les mines, dans les infrastructures, enfin, les grosses dépenses. Mais je pense, moi, qu'on devrait de plus en plus se pencher sur la transformation de nos produits. Si on veut vraiment un développement inclusif, il faudrait que la population profite d'une manière ou d'une autre de la création des richesses. Donc la transformation des produits naturels pour créer de la valeur ajoutée dans nos pays. Bien sûr, les projets d'infrastructure, parce qu'il faut des routes, il faut de l'infrastructure énergétique, des ports, pour que les produits puissent être commercialisés à l'intérieur du pays d'abord, et entre les pays. On a vu hier que le commerce transnational interafricain est très faible, autour de 12 à 13%. Pour le porter à 30-40%, il faut des routes, il faut des rails, il faut des ports, il faut des aéroports. Et ça, je pense que les pays ont le souci de le faire avec des investisseurs qui ont les moyens de cela. Mais à côté de cela, je pense que l'industrie de produits de grande consommation doit aussi être le souci des investisseurs. On a entendu tout à l'heure notre ami président de la Chambre du Bénin et de l'UEMOA, et il nous parlait de son groupe. Mais je crois que c'est un exemple typique de ce qu'il faut faire. Il faut investir dans ces produits de grande consommation en joint venture avec des partenaires locaux, parce que les partenaires locaux sont ceux-là même qui connaissent mieux l'environnement, et ils vont pérenniser votre investissement. Ils vont rentabiliser votre investissement. Et l'ère comment dirais-je, des investissements un peu cow-boy là est passée. Des gens qui viennent faire de gros coups et puis qui disparaissent dès qu'il y a le premier petit pépin. Cette ère-là est dépassée. Il faut investir avec des investisseurs locaux, des entrepreneurs locaux. Et c'est là que vous allez vraiment avoir une valeur ajoutée et beaucoup plus importante, et même pour vous-même une profitabilité beaucoup plus importante, parce que les investissements en Afrique, dans ces domaines surtout, sont des plus rentables. Je dirais même que c'est la région où l'investissement dans les produits de consommation sont les plus rentables dans le monde. Et donc, moi, j'en appelle donc aux investisseurs canadiens à s'allier avec de ne pas avoir peur de s'allier avec des investisseurs locaux pour que leur investissement soit périn et qu'il soit profitable à l'ensemble de la population. Je ne dirai pas plus parce que moi, d'abord, monsieur a si bien décrit l'environnement. Il a présenté sur le Sénégal, mais ça ne fait rien. C'est copiable pour la Côte d'Ivoire aussi. Hein. Nous sommes inscrits dans la même dynamique. On est dans l'UEMOA, on est dans la CEDEAO, et qui a entrepris de faire une intégration régionale avec des règles qui sont communes à tous ces pays. Et tous ces pays sont dans une dynamique de croissance et qui est vraiment intéressant pour les investisseurs. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous, sans être trop long. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Diago. Je pense qu'on a eu 4 points de vue très intéressants sur comment faire affaire en Afrique. On aurait peut-être le temps pour 1 ou 2 questions. Donc, la balle est lancée.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais, après avoir félicité les présentateurs pour leur partage très riche avec nous de ce qu'ils ont vécu, moi j'ai pris beaucoup de notes. Je suis Abdoulaye Ly, directeur de la promotion des investissements du Sénégal, et j'ai appris beaucoup de choses ici que je vais devoir exploiter dans mon travail. Même avec mon frère Muntaga, qui a dit des choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que je viendrais au Canada pour apprendre certaines choses du Sénégal. Et c'est très bien. C'est ça la mondialisation également. Mais je voudrais insister sur 2 points, si vous permettez, Monsieur le Président, qui témoignent de la mutation qui s'opère en Afrique en matière d'environnement des affaires. C'est les politiques budgétaires d'abord. On a très peu parlé des politiques budgétaires orientées vers l'environnement des affaires. Et à cet égard, il y a des évolutions très intéressantes qui sont notées. Vous savez, il y a 10 ans, les pays africains avaient connu un recul assez particulier. C'est l'accumulation d'arriérés de paiement. Monsieur Diagou, vous connaissez ça très bien. Vous avez connu ça en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Comme au Sénégal, au Cameroun, au Ghana. Il y avait une convergence vers le non-paiement des dettes de l'État vis-à-vis du secteur privé. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis. C'est comme si un ange avait survolé l'Afrique. Tout cela est totalement derrière nous maintenant. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation d'accumulation d'arriérés comme politique économique à un système d'excédent primaire maintenant. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun présentent aujourd'hui 0 arriéré de paiement. 0, je dis bien 0. Il n'y a pas d'arriéré de paiement. C'est-à-dire que toutes les dettes échues sont payées à temps. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je note que c'est une évolution très positive. Non contents de payer toutes leurs dettes vis-à-vis du secteur privé, ils soutiennent même, ils prêtent maintenant au secteur privé à travers le développement des fonds d'investissement. Le Sénégal, qui avait très peu de matières premières dans le passé, s'est doté d'un fonds d'investissement stratégique. Ça veut dire que l'État peut prendre des actions dans des entreprises structurantes de manière à impulser l'effet de levier. Ça existe également en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans beaucoup de pays, jusqu'en Sierra Leone. Ça, c'est une mutation extrêmement heureuse qui se passe au Sénégal. En Afrique, je dis toujours Sénégal, c'est une méprise, en Afrique en général. Le deuxième point, et ça c'est un constat assez particulier, c'est un micro-constat mais qui renseigne sur la mutation qualitative qui s'opère en Afrique. Le tribunal de commerce de Paris, qui généralement avait la compétence pour gérer les conflits commerciaux pour des entreprises européennes qui font des deals en Afrique. Le tribunal de commerce de Paris a enregistré en 1992 42 cas de contentieux. 42. En 2014, il y en avait 3. Cela renseigne également sur l'effort de gouvernance qui a été fait. Les deals, faire des affaires en Afrique plutôt, est moins sujet. Monsieur Ly, la question... non, je ne pose pas de question. D'accord. Non, je ne pose pas de question. C'est une période des questions, mais c'est bien intéressant ce que vous dites. Ça renchérit les propos. Non, je ne pose pas de questions. C'est tout. Je ne pose pas de questions. Parfait. Voilà, merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Merci, ok. OK, d'accord. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? OK, une question vraiment rapide, parce qu'il faut libérer la salle. 2 secondes, c'est très simple. D'accord. Dans le cadre de Doing Business en Afrique, c'est une contribution. L'Asie, pour réussir, a beaucoup contribué, a beaucoup profité du rôle de sa diaspora, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde. Je voudrais tout simplement que nos différents panélistes mentionnent comment est-ce que le rôle de la diaspora est introduit ou est impliqué dans cette stratégie du Doing Business en Afrique, à cause du fait que les gens qui sont ici connaissent le mécanisme ici, ils sont originaires de là-bas. Peut-être qui prend la balle au bon? Vous voulez? Peut-être, oui. Je peux vous dire que mes affiliés sur Abidjan, c'est un jeune homme brillant qui a fait la Sorbonne, qui a constitué sa société d'avocats sur Abidjan, et son épouse conjointe et partenaire a fait son droit ici au Québec, était membre du barreau, et c'est de par mes voyages en Afrique que je les ai croisés et j'ai réalisé qu'ils sont beaucoup plus intelligents que moi,
Ils connaissent mieux l'environnement, ils sont des partenaires exceptionnels et surtout des collègues pour qui j'ai un respect exceptionnel. Ils ont resté dans leur pays malgré toutes les difficultés, ils auraient pu partir. Alors, je pense qu'il y a un échange amical de réalité, d'éducation. Et quand on parle de culture, je pense que c'est tout simplement un respect mutuel entre personnes qui s'en vont dans la même direction et qui partagent les mêmes valeurs. Donc, ça peut être moi qui va sur Abidjan, mais ça peut être eux qui viennent ici. Et l'important, c'est de continuer à échanger. Et que la diaspora revienne ou qu'elle ne revienne pas, elle peut contribuer, comme nous, on peut contribuer à notre façon. On n'a pas toutes les réponses, c'est impossible. Mais la diaspora, on ne peut pas lui demander non plus, si elle a installé sa vie ici au Canada, de tout laisser tomber et partir. Et il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens se restent, toutes sortes de raisons pourquoi ils quittent. Hein? Moi, je suis acadienne de souche, alors je suis du Nouveau-Brunswick. Je suis venue à Montréal par opportunité, j'ai eu des emplois, des opportunités incroyables, pas parce que je ne voudrais pas retourner au Nouveau-Brunswick, mais je peux continuer à faire une contribution. Alors, c'est l'échange, c'est de continuer. Et on a aujourd'hui la possibilité de voyager, ce qu'on ne faisait pas avant. Louise, mais on est sur le point. On voulait avoir un point de vue africain également, point de vue africain de la diaspora. Peut-être ce serait intéressant d'avoir de l'autre côté comment ça je ne sais pas qui va prendre la parole. Je voulais simplement dire que les entreprises africaines sont, je dirais, condamnées à utiliser la diaspora. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire qui, pendant 10 ans, a eu une crise profonde qui a impacté l'éducation en Côte d'Ivoire. Si, par exemple, un groupe comme le groupe NCA a pu se développer et est resté performant, c'est parce que nous avons su utiliser la diaspora et à bon escient. Et c'est ça. Au lieu d'importer parfois des expatriés, je préfère faire revenir des jeunes qui ont fait leurs études au Canada, aux États-Unis et en France, et qui remplissent les conditions pour m'aider à être performant. Et cela, nous l'avons utilisé à haute dose. Je voulais aussi rebondir sur ce que monsieur du Sénégal de la PIX qui a dit, que les gouvernants sont rentrés dans un cercle vertueux, je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que depuis quelques années, nous avons constaté, nous, du secteur privé, que les gouvernants écoutent maintenant le secteur privé pour implémenter leur politique de développement. Et vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, aucune réforme dans le secteur privé, des entreprises, dans le secteur de l'environnement, du climat des affaires, aucune réforme n'est faite sans l'aval, je dirais même presque sans le hockey du patronat ivoirien. D'accord. Même la loi de finances de Côte d'Ivoire n'est pas faite sans l'accord du patronat ivoirien. C'est vous dire que les gouvernants aujourd'hui et les secteurs privés sont ensemble. Et c'est pour cela qu'il y a un cercle vertueux de développement de plus en plus inclusif. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être rapidement, je sais qu'on doit quitter la salle. Je voudrais dire que les entreprises africaines nourrissent la diaspora. Parce que la plupart de ces créateurs d'affaires en Afrique aussi viennent de la diaspora. Mon cas, je viens de la diaspora. Donc, je ne peux pas donner un coup de patte à la diaspora. Je suis entouré là d'une équipe qui est de la diaspora. Je rencontre la diaspora cet après-midi à 18h. Nous allons discuter. Nous avons créé une fondation qui donne des bourses aux jeunes Africains pour aller apprendre, comme disait à l'époque dans l'aventure ambiguë, apprendre à lier le bois au bois, apprendre ce que l'Occident a de bien et ramener ça en Afrique et implémenter en Afrique. Et donc, nous travaillons avec cette diaspora-là afin qu'elle ait une conscience plus aiguë de la mutation de l'Afrique. Et j'en discutais encore hier, je vais avoir des rencontres aujourd'hui,
pour faire comprendre à cette jeunesse africaine de la diaspora, comme l'a dit Madame tout à l'heure, cette implémentation d'échanges et qui sortent l'Afrique de cette approche qui la détruise en termes d'image, portée même par les enfants d'Afrique qui sont à l'extérieur. Il faut renouer avec cette Afrique qui gagne. Et ça commence justement avec cette diaspora qui est au fait de la technologie, du savoir, qui pourrait agir sur nos entreprises. Et donc, nous le faisons. D'accord. Donc, le mot de la fin. Mais... Merci. Ouais. Je pense que c'est une question importante pour illustrer en fait le propos, c'est-à-dire l'importance de la diaspora dans les nouvelles dynamiques africaines. Le plan Sénégal émergent, comme je l'ai dit tantôt, qui postule la transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une société solidaire et dans un état de droit, a été conceptualisé, formalisé par la diaspora sénégalaise en relation avec la haute administration du Sénégal. La mise en œuvre du plan, moi j'en suis un exemple. Moi, je viens de la diaspora. J'étais directeur des opérations d'une multinationale américaine en charge des parties industrielles européennes. Donc j'ai été intéressé par le projet sénégalais pour lequel j'ai participé à sa conception et je suis aujourd'hui l'incarnation de la politique de promotion et du marketing du Sénégal. Son Excellence a aussi créé, pour attirer davantage la diaspora, des instruments de financement de l'économie. On a ce qu'on appelle le Fonds souverain d'investissement stratégique qui a pour objectif de gérer les participations de l'État dans des projets stratégiques. Ce fonds est géré aussi par quelqu'un qui vient de la diaspora, qui est donc un spécialiste des finances bancaires. Son Excellence a aussi mis en place ce qu'on appelle le fonds GIP, c'est le fonds de garantie des investissements prioritaires, pour accompagner tous les Sénégalais de la diaspora et localement qui sont porteurs de projets pour qu'on puisse garantir le financement de leurs projets à travers d'un autre instrument qu'on appelle la Banque nationale de développement économique. Et il y a aussi le FAEZ, c'est le fonds d'aide aux Sénégalais de l'extérieur afin qu'ils puissent rentrer au pays et participer à la construction nationale. Donc la dimension diaspora est fondamentale et l'APIX, donc l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, a mis en place ce qu'on appelle un PAC diaspora afin de rencontrer l'ensemble des acteurs et des potentialités que regorge la diaspora afin de les inviter à regagner le Sénégal, afin d'accompagner son Excellence dans son projet d'émergence pour le pays. Son Excellence a regroupé au mois d'août dernier, pendant ses vacances, donc le président Macky Sall, la technostructure de l'État. J'ai eu l'honneur de participer à cette réunion et il nous a instruit dans nos structures d'embaucher les expertises d'où qu'elles puissent venir et de la diaspora afin d'atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Je vous l'ai dit tantôt, la rétrospective est heureuse, donc le taux de croissance de 4,7%. La perspective est encourageante et nous venons de la diaspora, nous comprenons le langage de la diaspora, nous serons capables de les accueillir afin de les intégrer dans les projets de la dynamique africaine. Merci. Donc, merci beaucoup. Je pense que la conclusion est bien sonnée. Donc, je pense que c'était très intéressant. On poursuit, mais nous aurons la chance d'entendre le premier ministre du Québec tout à l'heure. Donc, je pense que la table est mise. Alors, merci à tout le monde et bonne poursuite de journée. Merci beaucoup.